Il y a des matins où tu te réveilles sans savoir encore que c'est le dernier jour d'une vie entière. Ce mardi-là, j'aurais dû sentir quelque chose. Mais non, rien. Le vigile du 4e étage de Verilab Pharma s'appelait Michel. Je le connaissais depuis 6 ans. Ce matin-là, il a maintenu les portes de l'ascenseur ouvertes pour moi et il a regardé le sol avec une application extraordinaire. Pas mon visage, le sol. C'est lui la première personne à me voir pleurer. Pas ma mère, pas une amie, Michel et son carrelage beige. Il était 11h17. À 11h24, j'étais dans le parking souterrain. Un carton posé sur le siège passager, mon badge désactivé, mon ordinateur confisqué, et mon téléphone personnel qui s'allumait en boucle, le bandeau du groupe familial que j'avais mis en sourdine des années plus tôt, parce que chaque notification avait un prix. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon application bancaire. 15 ans d'habitude, ça forge des réflexes absurdes. Les RH venaient de prononcer des mots comme audit éthique, manquement grave, licenciement immédiat, et moi, assise dans ma voiture avec mon carton ridicule, je vérifiais si le virement automatique du vendredi allait passer. 3 500 €, chaque mois, depuis 15 ans. L'hypothèque de mes parents à Clermont-Ferrand, le crédit voiture de ma sœur Lucie, son assurance, les petites factures que personne ne voyait jusqu'à ce qu'elles deviennent urgentes. J'avais 21 ans quand mon père a perdu son poste en usinage industriel. Il appelait ça temporaire. Ma mère avait pris des heures à mi-temps dans un cabinet dentaire. Elle appelait ça gérable. Lucie avait 19 ans, belle, dramatique, perpétuellement au bord d'une catastrophe qu'elle aurait pu éviter, et d'une façon ou d'une autre, chaque urgence dans cette maison finissait par porter mon nom sur l'étiquette de prix. Moi, j'étais la stable. C'est le mot de ma mère. Mon père préférait fiable. Lucie disait que j'avais de la chance, ce qui était sa manière élégante de traiter mon salaire comme un bien commun. Le jour où les RH m'ont raccompagné hors de mon bureau, ma mère a lu mon message. Mon père n'a rien dit. Et Lucie a arrêté de répondre, comme si j'avais rempli mon rôle et qu'on pouvait maintenant passer à autre chose. Si cette histoire te touche, dis-le-moi dans les commentaires. Je continue. À 23 ans, j'ai commencé à couvrir une partie du crédit immobilier. Quelques mois au départ, juste pour dépanner. À 26 ans, c'était le déficit de scolarité de Lucie, parce qu'elle avait changé de filière pour la 3e fois et que mon père trouvait dommage de laisser son avenir s'effondrer pour un seul semestre. À 29 ans, j'ai ajouté la voiture. Elle avait besoin d'un transport fiable pour un poste commercial qu'elle a perdu 4 mois plus tard. À 32 ans, j'ai mis en place un virement automatique, juste pour ne plus entendre ma mère dire encore une fois, juste cette dernière fois, tu veux bien, cette dernière fois a duré 180 mois consécutifs. 3 500 € par mois, 42 000 € par an, 630 000 € sur 15 ans, en comptant uniquement les virements réguliers, pas les extras. Les extras, je les avais comptés aussi. Mais pas ce mardi-là. Ce mardi-là, j'étais encore trop sonnée par la façon dont ça s'était passé. J'étais directrice de la conformité fournisseur chez Verilab Pharma. 8 ans dans la même entreprise, aucun incident, des évaluations solides, le genre de profil qu'on met en panel pour former les nouveaux managers parce qu'on maîtrise les procédures, la documentation, les pistes d'audit mieux que la plupart des juristes. À 10h32, mon assistante m'écrivait pour savoir si je voulais toujours le dossier révisé du fournisseur d'emballage avant le déjeuner. À 10h41, les RH me demandaient de descendre pour une réunion de clarification rapide. À 10h46, j'entrais dans la salle de réunion C et je trouvais déjà installés autour de la table les ressources humaines, la sécurité interne et notre directrice juridique adjointe. Personne ne convoque une réunion de clarification rapide avec la juridique présente si ta journée ne va pas se couper en deux dans les minutes qui suivent. Ils m'ont accusé d'entretenir des relations financières extérieures non déclarées liées à une chaîne de validation fournisseur. Ils ont posé devant moi un rapport imprimé avec 3 paiements surlignés. Des virements reçus sur mon compte personnel en provenance d'une société nommée Renard Créatif Eco. Et l'extrait cabis agrafé au dos du dossier indiquait le nom de la gérante, Lucie Renard, ma sœur. J'ai fixé la feuille pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de dire que ce fournisseur ne figurait pas dans nos fichiers. La directrice juridique adjointe
a fait glisser une autre page vers moi. Elle a expliqué que la société avait été soumise comme sous-traitant dans le cadre d'un projet de coordination régionale validé en 3e et 4e trimestre via validation accélérée. J'ai regardé les signatures. Le tampon de mon département était là, sur une page. Pas ma signature. Mes identifiants de département, oui. Mon accord réel, non. C'est à ce moment que j'ai ressenti quelque chose. Pas de la panique, de la reconnaissance. 6 mois plus tôt, Lucie m'avait demandé de jeter un œil à un dossier pour un client en communication. Elle avait dit que l'entreprise était locale, désorganisée et qu'ils avaient besoin d'aide pour rendre leur dossier moins amateur avant de démarcher des boîtes pharmaceutiques. Elle avait apporté du café, s'était installée au comptoir de ma cuisine, parlait vite, ouvrait des fichiers sur son ordinateur. J'avais passé 20 minutes à corriger la mise en forme et à lui expliquer quel champ manquait toujours dans les appels d'offres réglementés. Sur le moment, ça m'avait juste agacée. Dans la salle de réunion C, ça ressemblait à de la chirurgie froide. Quelqu'un avait utilisé ce que je lui avais dit. Quelqu'un avait rattaché les informations de mon département à un circuit de validation. Quelqu'un avait organisé des flux financiers depuis une chaîne fournisseur vers un compte portant mon propre nom de famille. J'ai dit que je n'avais jamais approuvé ça. La responsable des RH a croisé les mains. Elle a demandé pourquoi il existait alors des virements personnels entre moi et la gérante enregistrée. Parce que je finançais la vie de ma sœur comme on règle une facture d'électricité depuis l'ère Chirac. Mais j'ai répondu simplement que c'était des transferts familiaux. Elle a demandé si je pouvais le documenter. J'ai dit oui. Aujourd'hui, non. Pas parce que les preuves n'existaient pas, parce qu'elles existaient partout. Sur 15 ans, 3 banques, 2 renégociations de prêts, des notes Lydia, des virements CEPA, des chèques de banque, des soins dentaires payés en urgence, des loyers rattrapés in extremis, et la phrase préférée de mon père, « On réglera ça plus tard ». Plus tard n'est jamais arrivé. À 11h12, ils avaient mon badge. À 11h14, mon ordinateur. À 11h17, le vigile retenait l'ascenseur. Dans le parking souterrain, j'ai enfin ouvert le fil de discussion familiale. Dans le fil, Lucie avait envoyé la photo de coussin beige avec la légende, laquelle dit élégant mais doux quand même. Ma mère avait répondu le plus clair. Mon père avait mis un pouce en l'air. C'était à 10h58, pendant que j'étais au 4e étage, en train de me faire accuser de détourner de l'argent via ma sœur. J'ai tapé une seule phrase. Les RH viennent de me licencier à cause de virements liés à Lucie. Appelez-moi maintenant. Ma mère l'a lu en moins d'1 minute. Lu. Pas de réponse. Mon père n'a même pas ouvert le message avant 11 minutes, et quand il l'a ouvert, toujours rien. Lucie, elle, s'est mise à taper, s'est arrêtée, a retapé, s'est arrêtée encore. Puis plus rien. 5 personnes dans ce fil si on me comptait. 3 personnes qui devaient une partie de leur maison, de leur voiture et la moitié de leur version du quotidien à mon compte courant. Et pas un seul appel. Je suis restée assise dans ce parking souterrain, mon carton posé à côté de moi, et j'ai compris quelque chose qui aurait dû me frapper des années plus tôt. Le silence, quand l'argent est en jeu, ce n'est pas de la confusion, c'est une prise de position. À 12h06, mon téléphone a sonné. Pas ma mère, pas mon père, Lucie. J'ai décroché à la première sonnerie. Et la première chose qu'elle a dite, c'est « Camille, quoi qu'il t'ait raconté, n'écris plus rien par écrit maintenant. Pas « tu vas bien », pas « qu'est-ce qui s'est passé », même pas la décence d'un mensonge, juste de la gestion de crise, immédiate, réflexe. J'ai gardé la clé dans le contact sans démarrer le moteur. Pourquoi est-ce que je devrais faire attention à ce que j'écris, Lucie ? Un silence. Puis cette voix douce et légèrement blessée qu'elle sortait chaque fois qu'elle voulait paraître innocente et fragile en même temps. Parce que tu es sous choc, et quand tu es sous choc, tu deviens excessive. J'ai regardé le pilier en béton devant moi et j'ai laissé ça s'installer. Elle venait d'être directement liée au licenciement qui avait réduit ma carrière en cendres, et son premier réflexe était de me faire passer pour instable. Ce n'était pas de la panique, c'était du réflexe conditionné. J'ai posé la question directement. Est-ce que tu as utilisé mes identifiants de département sur un dossier sous-traitant ? Non. Trop vite. Est-ce que tu as créé Renard Créatif Eco ?
C'est une SARL de communication, tu le sais. Est-ce qu'elle a reçu de l'argent lié à une chaîne fournisseur chez Verilab? Je ne sais pas ce que tu appelles une chaîne dans ton petit jargon de conformité, Camille. Voilà, mon petit jargon de conformité. 8 ans à un poste de directrice, et ma sœur parlait encore de mon travail comme si c'était un passe-temps avec des tableurs. Réponds à la question. Elle a soufflé fort dans le téléphone. J'avais un client qui faisait du travail de soutien, c'est tout. Si quelqu'un a utilisé ma société quelque part dans sa facturation, en quoi c'est ma faute? Parce que les paiements ont atterri sur ton compte. Parce que la société sur les documents imprimés était la tienne. Parce que les champs du contrat qu'on avait effacés ensemble sur mon plan de travail étaient réapparus 6 mois plus tard dans un dossier traité par mon département. Mais je ne lui ai rien dit de tout ça. Pas encore. J'ai posé la seule question qui comptait. Pourquoi tu m'as dit de ne rien mettre par écrit? Silence. Puis, parce que maman panique et que papa dit que si ça tourne mal, ça pourrait affecter la maison. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, parce que 15 ans de soutien venaient de se résumer à leur forme la plus pure. Je perds mon emploi et leur premier réflexe, c'est de savoir si mon chômage va couper le flux pour le crédit immobilier. La maison, j'ai répété. Tu sais ce que je veux dire? Non. Je sais exactement ce que tu veux dire. Elle a changé de tactique. Camille, s'il te plaît, ne fais pas une de tes crises de tout brûler. Une de mes crises de tout brûler. Je n'avais jamais rien brûlé de ma vie. J'avais silencieusement réglé des dettes, silencieusement comblé des manques, silencieusement résolu des urgences, créées par des gens qui confondaient le chaos avec leur personnalité. Qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai demandé. À qui? À maman et papa. Une pause, plus longue cette fois. Que tu avais une confusion au travail et que tu t'effondras. J'ai fermé les yeux. Tu t'effondras. Tu as été sous beaucoup de pression. Je pensais au RH qui avait fait glisser ses relevés surlignés sur la table, à la juriste qui parlait de relations financières extérieures non déclarées, à mon badge désactivé posé dans un bac avant même que j'aie fini de me défendre. Et quelque part entre ces documents et ce parking, ma sœur avait appelé nos parents pour leur dire que je m'effondrais. Tu leur as dit que ces paiements étaient liés à ta SARL? Elle a répondu que les apparences sont trompeuses. Tu leur as dit que je paye ta voiture depuis 9 ans? Ça n'a rien à voir. Tu leur as dit que je virais 3 500 € chaque mois à cette famille depuis 15 ans? Là, elle a craqué. Tu fais toujours comme si on t'avait volé. J'ai regardé droit devant moi. Si le montant te gêne à entendre, imagine ce que ça représentait à gagner. Elle a raccroché. À 13h14, ma mère a fini par appeler. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. Elle pleurait déjà. De vraies larmes, sûrement. Les larmes de ma mère étaient sincères. C'était ça le problème. Elle ressentait les choses. Elle ressentait juste rarement assez pour s'arrêter d'en profiter. Ma chérie, Lucie dit qu'il y a un malentendu au bureau. Elle dit ça parce que l'autre mot, c'est fraude. Oh Camille, pas de dénégation. Juste ce ton doux que les mères utilisent quand la vérité devient socialement inconfortable. J'ai besoin que vous me disiez exactement ce qu'elle vous a raconté. Ma mère a hésité. Elle a dit qu'un fournisseur avec qui elle travaillait avait peut-être inscrit son nom quelque part et que maintenant tu es en colère contre elle parce que tu as perdu ton poste. J'ai regardé le pare-brise. 2 rangées plus loin, quelqu'un chargeait des courses dans son coffre, comme si c'était un jour ordinaire dans une vie ordinaire. Maman, j'ai envoyé ce message depuis le parking juste après que la sécurité m'a escorté dehors. Tu l'as lu en 1 minute et tu n'as rien dit. Je ne savais pas quoi répondre. Tu aurais pu dire « Est-ce que Lucie a utilisé ton nom ?» Silence. Ou juste « Est-ce que ça va ?» Silence encore. Et puis la phrase que j'entendais sous une forme ou une autre depuis mes 21 ans. Ton père essaie de garder tout le monde calme. Ton père essaie de garder tout le monde calme. Ça voulait dire que mon père avait déjà décidé que mon rôle dans cette histoire, c'était d'encaisser en silence jusqu'à ce que la pièce retrouve une apparence normale. À 14h03, il m'a appelé lui-même. Pas de bonjour, pas d'avocat, il a dit. Ça m'a arrêté net. Je n'avais rien dit sur des avocats. Tu n'as pas besoin de le dire, je te connais. Et voilà, pas de l'inquiétude, pas de la curiosité, du positionnement pur. Papa, pourquoi tu me parles comme si j'étais le danger ici? Parce que si tu commences à faire des accusations que tu ne peux pas retirer, la boîte de Lucie sera détruite. J'ai dit ça à voix haute, seule dans ma voiture.
Ma boîte à moi vient d'être détruite. Il a continué comme si je n'avais rien dit. Les familles règlent les choses en interne. Les familles ne font pas non plus transiter des paiements douteux par la fille qui finance tout le foyer avant de se murer dans le silence quand elle se fait virer. Mais j'ai laissé ça entre nous, sans le dire. 1 seconde. Puis j'ai demandé, très calmement. Tu savais que Lucie avait enregistré une SARL sous le nom Renard Créatif Eco ? Oui. Tu savais que Verilab Pharma avait signalé des paiements de cette SARL liés à mon service ? Non. Tu savais qu'elle était venue chez moi me demander de l'aide pour mettre en forme des documents de proposition ? La pause a été minuscule, juste assez longue. Tu lui as dit de le faire ? Elle a dit que tu t'y connaissais mieux en langage réglementaire. Voilà. Pas une coïncidence, un pont. Mon père avait envoyé ma sœur vers moi parce que je savais comment fonctionnait la documentation encadrée. Ma sœur a utilisé ce que je lui avais donné, et quand tout a explosé, ils ont essayé tous les deux de me faire passer pour instable avant que je puisse définir ma propre version. À 16h, j'étais chez moi avec mon dossier de licenciement. 3 ans de relevés fiscaux, 2 disques durs externes et tous les accès bancaires que j'avais jamais utilisés. J'ai ouvert un classeur vide. Pas parce que j'étais sous le coup de l'émotion, parce que j'avais travaillé 8 ans en conformité. Et quand tu sais où l'argent circule, les gens deviennent beaucoup moins mystérieux très vite. Premier onglet, virement mensuel. Deuxième, remboursement hypothécaire. Troisième, voiture de Lucie, assurance, réparation. Quatrième, les petites factures anodines. Le 5e onglet, les extras non remboursés. À 18h27, j'ai trouvé ce qui m'a fait bondir le pouls pour la première fois. Un virement 2 mois vers mon père, libellé avance pour retard fournisseur. Le même mois où la SARL de Lucie avait reçu ses premiers fonds liés à la chaîne Verilab Pharma, 3 minutes plus tard, une autre note dans mes propres archives. De la part de papa, envoyée à Lucie maintenant. Elle règle l'imprimeur d'ici lundi. Je me suis lentement écartée de l'écran. Ce n'était pas la preuve de tout le montage, mais c'était le premier bordure de quelque chose, une piste financière, une chronologie, et les empreintes de mon père dans les mots choisis. À 19h12, mon ancienne assistante m'a envoyé un SMS depuis un numéro que je ne connaissais pas. Je ne peux pas dire grand-chose, mais l'informatique remonte les journaux de validation. Quelqu'un a utilisé ta bibliothèque de modèles en dehors des heures de bureau. Ne supprime rien. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai copié dans le classeur. Et pour la première fois depuis que les RH m'avaient pris mon badge, j'ai cessé d'être sous le choc. J'ai commencé à m'organiser. Au 82e jour, j'ai envoyé le tableur. Pas à minuit, pas sous le coup de la colère, pas avec un objet dramatique ni un paragraphe de fille blessée que tout le monde aurait esquivé. À 9h12, un mercredi matin, j'ai joint un classeur à un seul email, adressé à mes parents, à Lucie, à tante Sylvie, à oncle Bernard, à tante Martine, à mon ancienne directrice des RH, à la directrice juridique adjointe de Verilab Pharma et à l'enquêteur externe chargé de mon appel. Objet, 15 ans de virements familiaux, chronologie croisée. C'était tout. Parce qu'au 82e jour, je n'avais plus besoin que quelqu'un croie à mes émotions. J'avais quelque chose de mieux. J'avais une structure. Le classeur comptait 7 onglets. Virement mensuel, 180 paiements récurrents consécutifs de 3 500 €. Soutien hypothécaire, prêt de secours, facture du cabinet dentaire, lacune d'assurance, échéance fiscale, voiture de Lucie, entretien, immatriculation, réparation. De petites choses, qui totalisaient à elles seules 84 000 €. Et enfin, les 2 derniers onglets. Chronologie de la SARL de Lucie, date liée à Verilab Pharma. C'est là que tout a basculé. Mon ancienne assistante avait vu juste. La suite est venue des logs d'accès hors horaire tirés par l'informatique. Pas mes identifiants. Pas exactement. La bibliothèque de modèles de mon ancien dossier de formation partagé avait été consultée depuis une connexion externe liée à un appareil invité que j'avais moi-même autorisé chez moi un soir pour une retouche rapide de présentation. L'ordinateur de Lucie. Le même mois où sa SARL était apparue pour la première fois dans la chaîne de sous-traitance. La même semaine où mon père m'avait écrit « Envoie-lui l'argent maintenant, elle doit payer l'imprimeur avant lundi ».
Voilà ce que c'était. L'enquêteur a trouvé autre chose ensuite. Un coordinateur emballage en coordination régionale, un certain Étienne Morel, sortait avec Lucie depuis presque un an, de manière intermittente. Il avait contourné la procédure standard en glissant une petite ligne de sous-traitance dans un lot déjà orienté vers une validation accélérée. La SARL de Lucie avait été payée. Le format de mon service avait été utilisé. Et comme des virements existaient déjà entre Lucie et moi, la première lecture interne était exactement ce dont ma sœur avait besoin. Un conflit avec mes empreintes partout dessus. Sauf que des empreintes, ce n'est pas la même chose que la paternité d'un acte. À la 6e semaine, l'entreprise avait les messages d'Étienne. Pas tous, assez. Une phrase en particulier a tout fracassé. Ta sœur ne saura rien. C'est sous le langage de son modèle, pas dans sa file de révision réelle. Et une autre. Supprime l'ancien brouillon avec les notes de Camille avant d'envoyer. Il y a des moments où la trahison cesse d'être un sentiment et devient quelque chose qu'on peut tenir dans ses mains. Pour moi, c'était un PDF de rapport d'extraction de texte avec le prénom de ma sœur d'un côté et un homme de la coordination régionale de l'autre. Je n'ai pas récupéré mon poste immédiatement. Les vraies entreprises ne bougent pas vite quand l'exposition juridique est en jeu. Mais au 63e jour, Verilab Pharma a modifié mon statut de licenciement de pour faute à suspension administrative en attente de réhabilitation. Au 71e jour, Étienne Morel a démissionné. Au 76e, la SARL de Lucie a fait l'objet d'une demande de documents dans le cadre d'un signalement civil pour représentation frauduleuse de fournisseurs. Et au 82e jour, j'ai envoyé le classeur. Le premier onglet suffisait à faire perdre l'équilibre à n'importe qui. À partir de 21 ans, 3 500 € par mois, sans date de fin. Total des versements récurrents sur 15 ans, 630 000 €. Et ce n'était pas tout. Le complément d'apport quand papa avait renégocié son crédit, le remplacement de boîte de vitesse de Lucie, son loyer en retard, le soin parodontal de maman, la réparation de la chaudière, l'arriéré de taxes foncières, les cartes de crédit des fêtes, le pont de trésorerie pour l'imprimante. Grand total sur 15 ans, 811 460 €. Dans la dernière colonne, j'avais ajouté une note en face du mois où j'avais perdu mon poste. Le même mois où la famille avait demandé si une interruption de soutien risquait d'affecter le crédit immobilier. Personne n'avait demandé si j'allais bien. J'ai envoyé. Puis j'ai posé mon téléphone écran contre la table et j'ai préparé du café. Il n'y avait pas d'Antoine dans ma cuisine parce qu'il n'y en avait jamais eu. Pas de mari, pas de témoin, pas de main qui serre la mienne pendant que la justice chauffe doucement. Juste moi, mon appartement, une cafetière qui crachote sur le dernier tiers et le silence qui suit un email capable de démolir la version préférée que plusieurs personnes ont d'elles-mêmes. La première réponse est arrivée de tante Martine en 4 minutes. J'ai ouvert et j'ai dû m'asseoir. Elle écrivait juste « Appelle-moi quand tu peux ». La deuxième venait des RH, reçu. Le service juridique examine la chronologie mise à jour. Merci. La troisième venait de ma mère. Pas un appel, pas des excuses, une ligne. Je ne savais pas que c'était autant. Celle-là m'a presque impressionnée. Après 15 ans à prendre l'argent de sa fille, je ne savais pas que c'était autant. C'est une confession d'un genre très précis. Pas de l'innocence, juste de l'incuriosité. Mon père a attendu 21 minutes. Sa réponse, ça aurait dû rester en famille. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fait une capture d'écran et je l'ai rangé dans un dossier intitulé « Réponse post-licenciement ». Parce qu'à ce stade, je le comprenais mieux qu'il ne se comprenait lui-même. En famille voulait dire à l'intérieur du système où c'est lui qui définissait l'échelle, les motifs et les souvenirs. En famille, 3 500 € par mois s'appelait une aide, pas une subvention. Dans la famille, selon mon père, Lucie se débattait, elle ne manigançait pas. Et moi j'étais fiable, ce qui voulait dire disponible. Vue de l'extérieur, la situation ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une dépendance financée par une fille, jusqu'au moment où cette fille est devenue gênante. Ensuite, j'ai vu les petits points apparaître dans le groupe familial. Lucie tapait, s'arrêtait, retapait, s'arrêtait encore.
presque 1 minute entière à regarder cette bulle clignoter, comme si elle cherchait la formule exacte. Puis, rien. Aucune défense, pas d'indignation, pas de paragraphe sur le contexte, pas d'accusation que j'étais instable, obsessionnelle, cruelle, ingrate ou froide. Tous ces mots qu'elle sortait d'habitude quand les faits la coinçaient. Elle s'est arrêtée parce que le tableur faisait ce que je n'avais jamais eu le droit de faire dans cette maison. Il retirait la parole au charme. À 14h, tante Sylvie m'a appelée pour me dire qu'elle ignorait totalement que je payais le crédit immobilier. À 16h, oncle Bernard a envoyé un email pour demander si papa avait vraiment utilisé mes virements pour maintenir la maison depuis le 2e refinancement. Je lui ai transféré l'onglet intitulé « Soutien hypothécaire » et j'ai laissé les cellules C3H répondre à ma place. À 18h30, ma mère a frappé à ma porte, sans prévenir. J'ai ouvert et j'ai vu une femme qui avait vieilli depuis 82 jours. Même manteau, même rouge à lèvres soigné, mais quelque chose s'était affaissé. Elle tenait son sac à 2 mains. « J'aurais dû venir plus tôt », elle a dit. Oui. L'honnêteté de ça semblait la déstabiliser plus que ma colère ne l'aurait fait. Elle est entrée, s'est assise à ma table de cuisine, a regardé les pages imprimées que j'avais laissées là, peut-être exprès, pour qu'une preuve visible occupe la pièce si elle cherchait à planer au-dessus des faits. Je lui ai demandé si papa savait tout. Elle a fixé l'onglet 3 un long moment. Lucie, véhicule, 9 ans de paiement. Il savait que tu aidais, elle a dit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ses yeux se sont mouillés. Il savait qu'on en dépendait. Et Lucie, elle a toujours dit qu'elle allait se reprendre. J'ai failli sourire. Lucie se reprenait depuis ses 19 ans. Ma mère a pleuré, discrètement, épaules qui tremblaient, sans aucun théâtre. Et moi j'ai dit que je pensais qu'en tenant mois après mois, les choses finiraient par se stabiliser. Elles se sont stabilisées, j'ai ajouté, sur moi. C'est sorti comme ça, trop net pour qu'elle réplique. Elle est partie 1 heure plus tard, après s'être excusée 4 fois, sans jamais vraiment assumer quoi que ce soit. Mon père, lui, n'est pas venu du tout. 2 semaines après le tableur, Verilab Pharma a rendu son verdict final. Mon dossier a été blanchi, mon licenciement annulé. Étienne Morel a été signalé en externe. La lettre officielle utilisait des formulations comme « absence de fondement pour une mesure disciplinaire » à l'encontre de Madame Renard, et les éléments démontrent une manipulation externe des documents de procédure sans son autorisation. On m'a proposé un rappel de salaire ou une indemnité de départ négociée. J'ai choisi le départ. Pas parce que je ne pouvais pas retourner là-bas, parce que je le pouvais et que j'ai décidé de ne pas le faire. Il y a une fatigue particulière qui vient du fait de devoir prouver son innocence à ceux qui t'aimaient le plus quand tu leur étais utile. Une fois que j'avais l'argent, la lettre et mon nom, je n'avais plus besoin du bâtiment. Lucie a appelé 3 jours après la lettre de réhabilitation. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message. « Tu n'avais pas à envoyer ça à tout le monde. » C'était tout. Pas désolée d'avoir fait exploser ta carrière. Pas désolée d'avoir utilisé ce que tu m'avais appris. Juste ça. J'ai gardé le message vocal aussi. Mon père m'a envoyé un dernier SMS 1 mois plus tard. L'échéance du prêt, c'est vendredi. Dis-moi si tu reprends le virement. Je suis restée longtemps à fixer ces mots. Puis j'ai bloqué son numéro. Avec ma mère, on se parle encore. Prudemment. Pas souvent. Juste assez pour la météo, les nouvelles de santé et un déjeuner toutes les quelques semaines, où j'ai l'impression qu'elle apprend très lentement ce que ça ressemble, une vraie conversation, quand elle n'est pas payée d'avance. Mon père et Lucie ont trouvé leurs propres arrangements. Il a vendu la 2e voiture, liquidé une partie d'un vieux compte retraite, et pour la première fois depuis des décennies, la maison fonctionne avec un vrai budget. La voiture de Lucie a été saisie pendant 13 jours avant qu'il la récupère pour elle. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans, quelque chose de petit et un peu mauvais. Et je suis assez humaine pour admettre que j'ai savouré ce moment précis. La famille élargie a changé aussi. Pas de façon spectaculaire. Personne n'a organisé de procès. Mais quelque chose s'est déplacé dans la pièce. Tante Sylvie a arrêté d'appeler Lucie la créative et a commencé à dire qu'elle était compliquée. Oncle Bernard m'a demandé lors d'un déjeuner pourquoi personne ne m'avait protégée plus tôt.
Je lui ai répondu que la protection avait un prix et que je payais déjà tout le reste. Aujourd'hui, je travaille en indépendante. Risques fournisseurs, défaillances documentaires, failles de contrôle interne. Les entreprises font appel à moi quand quelque chose s'est mal passé, discrètement, et qu'elles ont besoin de quelqu'un qui sait comment l'argent se cache dans un langage familier. Il s'avère que je suis très douée pour ça. Au-dessus de mon bureau, il y a un cadre, pas inspirant, pas élégant. Juste une capture d'écran d'une seule cellule d'un tableur. Total des transferts effectués, 811 460 €. Je le garde là parce que les chiffres disent la vérité, longtemps après que les familles s'en sont fatiguées. Si vous avez tenu jusqu'ici, merci, vraiment. Est-ce que vous auriez envoyé ce tableur à toute la famille ou gardé ça entre vous, vos parents et les RH? Et après 15 ans à tout payer pour tout le monde, est-ce que vous auriez repris les virements une fois la vérité connue? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché quelque part, likez la vidéo et abonnez-vous. J'aimerais vous retrouver dans la prochaine.